Nous sommes réunis cet après-midi pour nous prononcer définitivement sur la proposition de loi de notre collègue Philippe Gosselin visant à restreindre encore davantage le droit du sol à Mayotte après son adoption en commission mixte paritaire la semaine dernière. C'est donc notre dernière chance, chers collègues, de pouvoir rejeter ce texte qui serait un véritable coup de canif dans ce qu'il reste de notre pacte républicain. Une rupture aussi avec notre histoire nationale où Mayotte tient une place à part à laquelle il serait criminel de tourner le dos. Une histoire qui a maintenant presque 2 siècles. Mayotte est en effet devenue française en 1841, alors que la guerre faisait rage entre ceux qu'on a appelés les sultans batailleurs, qui régnaient chacun sur une des 4 îles de l'archipel des Comores, auquel Mayotte appartient. Le sultan mahorais s'est tourné vers les Français. Et le 25 avril 1841, considérant qu'il ne pouvait plus protéger l'île, il a pris la décision de vendre Mayotte à la France. Nos destins sont donc liés depuis le début du 19e siècle, tandis que les 3 autres îles des Comores sont restées indépendantes jusqu'en 1912, où elles seront finalement rattachées à Madagascar. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Quand Madagascar devient indépendante en 1960, les 4 îles sont alors regroupées pour la première fois en un bloc, afin de devenir ce qu'on appelle alors un territoire d'outre-mer. Et ce, malgré la colère des Mahorais qui, dès 1946, voyant la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et la Martinique être départementalisées, ont publiquement demandé au gouvernement de transformer l'île en département. Ce souhait ne se réalisera que 65 ans plus tard, suite au référendum de 2009, tandis que les 4 DOM d'origine, au contraire de Mayotte, connaîtront une nette accélération de leur développement. C'est pourquoi, chers collègues, nous ne pouvons tourner le dos à la longue histoire républicaine de Mayotte en refusant d'accorder la nationalité française à ceux qui naissent sur son sol. Alors que cette possibilité y est déjà plus réduite qu'ailleurs, l'adoption du texte de Philippe Gosselin reviendrait finalement à priver le droit du sol à Mayotte de toute effectivité, ce qui serait absolument inacceptable. Alors que toute l'histoire de Mayotte est celle d'un désir de France et d'intégration en droit commun, en faire le premier territoire où ce principe si fondamental de notre nation ne s'applique plus serait une véritable trahison. Ce dont Mayotte a besoin, au contraire, et nous l'avons déjà dit au moment de l'examen du texte visant à accélérer sa reconstruction, chers collègues, suite à la tragédie qu'a constitué le passage du cyclone Chido, et moi je réitère aussi ma solidarité envers les Mahorais qui en souffrent encore, c'est d'être traité comme un département français à part entière. Ça a d'ailleurs été tout le sens du combat des chatouilleuses, ces femmes qui, pendant les années 60 et 70, se sont battues au péril de leur vie en soumettant les responsables politiques comoréens indépendantistes à des chatouilles pour les forcer à s'aligner sur leur position et ainsi l'arrimer définitivement à la République française en 1976. Mais que s'est-il passé depuis? Rien, ou si peu. Tout se passe au contraire comme si Mayotte était punie de ne pas avoir été, à la différence de la Réunion, de la Guyane ou des Antilles, un département français pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Nous sommes pourtant bien contents d'avoir étendu grâce à Mayotte 27% de notre zone économique exclusive, la seconde plus grande après les États-Unis d'Amérique, au sein de l'océan Indien. Ces sous-sols renferment près de 55% des réserves mondiales de pétrole, 60% d'uranium, 80% de diamants, 40% de gaz et d'or et des réserves halieutiques et un patrimoine biologique tout bonnement exceptionnel. Pourtant, Mayotte est toujours le département le plus pauvre de France. La moitié de la population y vit avec moins de 260 € par mois. Le SMIC, le RSA ou encore les APL ne sont toujours pas au même niveau qu'en métropole. L'accès à l'eau potable y est encore très difficile, les écoles si peu nombreuses que les enfants n'ont cours que par roulement et il n'y a pour le moment toujours qu'un seul hôpital pour l'ensemble de l'île. Alors que l'ampleur des dégâts infligés par Chido à Mayotte s'explique aussi par une très mauvaise qualité du bâti, le projet de loi d'urgence que nous avons adopté en début d'année prévoit pourtant une reconstruction de l'île au rabais. Au vu des risques cycloniques et d'inondations, la reconstruction de Mayotte devrait au contraire se faire selon des normes très exigeantes. Ou bien nous risquons une nouvelle catastrophe dans les 2 années à venir. Dans cette perspective, le nouveau projet de loi promis pour rattraper le développement de Mayotte et dont l'examen commencerait le 19 mai au Sénat pourrait constituer une meilleure base de discussion pour l'avenir du département, tout comme d'ailleurs la proposition de loi que semble visiblement proposer notre collègue Estelle Youssoufa pour étendre l'aide médicale d'État aux étrangers à Mayotte, seul département là aussi à en être exclu. Ce projet de loi intègre enfin, après des décennies d'indigence, des préoccupations liées au système de santé de l'île et à son développement économique. Il semblerait qu'il propose aussi d'aligner le salaire minimum ainsi que certains droits et prestations sociales à ce qui est prévu sur le reste du territoire d'ici à 2031. Il s'agit là bien sûr de mesures de justice et d'égalité les plus élémentaires que nous défendons depuis des années aux côtés des Mahorais. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il qu'en 2025? Et si ça se confirme, pourquoi les Mahorais devront-ils attendre encore 6 ans avant que ces droits ne soient effectifs? Si ce projet de loi apporte donc des premières réponses aux Mahorais, il prouve surtout l'incurie des différents gouvernements de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, qui ont attendu qu'un cyclone et une tempête ne dévastent Mayotte pour prendre conscience de l'urgence. Et malgré ces quelques mesures encourageantes, le gouvernement commet dans son projet de loi les mêmes fautes politiques que le texte que nous examinons aujourd'hui, celle de l'obsession migratoire et de la justice d'exception.
placement des familles accompagnées d'un mineur en rétention, retrait des titres de séjour aux parents d'enfants délinquants, perquisition administrative pour rechercher des armes, partage d'informations entre la préfecture et la sécurité sociale pour mettre fin aux prestations. Autant d'attaques fondamentales contre notre édifice républicain qui aggraveraient le statut d'exception auquel est soumis le département de Mayotte et qui seront sans effet sur l'immigration. Car c'est ce que les partisans de la proposition de loi de la droite républicaine refusent de comprendre. Toucher au droit du sol n'aura absolument aucune incidence sur les flux migratoires en direction de Mayotte. Les arrivants à Mayotte en provenance des Comores ou de la Corne de l'Afrique sont avant tout motivés par des préoccupations de survie immédiate. En aucun cas par une prétendue attractivité de notre droit du sol, et beaucoup demandent d'ailleurs le statut de réfugié, pas la nationalité française. Ce texte de loi n'aura donc aucun effet sur la population de l'île. Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis, mais le sénateur mahorais Thani Mohamed Soheli, aujourd'hui ministre de la Francophonie, qui le déclarait aussi le 17 mai dernier en faisant le bilan de la première restriction du droit du sol à Mayotte, intervenue en 2018. Nous le disons donc avec la plus grande clarté, ce texte ne répondra pas aux besoins des Mahorais. Vos propositions seront stériles tant que vous continuerez à écrire l'avenir de Mayotte en dehors du droit commun. La diminution de l'impact des flux migratoires sur Mayotte suppose de faire jouer à plein la solidarité nationale. C'est en supprimant le visa territorial et en mettant en place des filières d'immigration légales vers la métropole que nous traiterons efficacement la question. Ce texte abject, issu des pires revendications de l'extrême droite, n'aura en réalité qu'une seule conséquence bien néfaste. Il privera de la nationalité française des dizaines de milliers d'enfants pourtant nés sur le sol mahorais. Sa mise en œuvre reviendra en effet à les discriminer en fonction du moment de leur naissance et de la situation administrative de leurs parents. Aux uns, dont les parents auraient été en séjour régulier à Mayotte 1 an avant qu'ils ne soient nés, on donnera la nationalité. Aux autres, ceux dont les parents n'ont pas encore leurs papiers ou les ont obtenus moins d'1 an avant leur naissance, la condamnation à vivre comme des éternels étrangers sur la terre où ils sont nés. Tout cela ne fait que renforcer la gestion coloniale de l'île et conformer son triste statut de département colonie soumis à une législation spéciale. Ainsi, la proposition de loi de la droite républicaine n'est pas un cadeau fait aux Mahorais. C'est un cadeau à l'extrême droite, pourtant déjà bien gâté en ce moment. Nous avons vu tout au long de l'examen de ce texte, ici à l'Assemblée, au Sénat et lors de la commission mixte paritaire, une convergence entre le Rassemblement national et le Bloc central. L'adoption définitive de ce texte grâce aux voix du Bloc central entérinerait donc l'alliance entre l'extrême droite et l'extrême centre et fragiliserait pour de bon nos institutions. Car ce texte xénophobe et anti-républicain est une consécration pour tous les adversaires résolus du droit du sol et de la tradition universelle de la France. S'il ne réglera en rien les problèmes de Mayotte, il constituera en revanche une formidable vitrine pour le Rassemblement national qui pourra faire la promotion de son programme à partir de l'exemple mahorais. Je le redis haut et fort, Mayotte ne doit pas servir de laboratoire à l'extrême droite, dont nous voyons d'ailleurs en ce moment quotidiennement que derrière la couche de vernis démocratique subsiste une face beaucoup plus sombre que certains ont beaucoup trop vite oubliée. Et ce texte ne doit pas non plus être le cheval de Troie pour réouvrir une énième fois le débat sur le droit du sol, comme le veulent plusieurs membres du gouvernement. En définitive, c'est ici toute notre conception de la nation qui est en jeu. Depuis François Ier, elle a toujours été fondée sur l'appartenance à la communauté politique, l'appartenance à la cité. Est française ou français, toute personne qui naît en France et dont le destin est lié à notre nation. Cette conception de la nationalité par le sol s'oppose à la conception de la nationalité par le sang, fondée sur l'appartenance tribale, qui a si souvent servi de point d'appui aux idéologies les plus racistes et les plus meurtrières. C'est donc par fidélité envers l'histoire de notre pays, par fidélité à la Grande Révolution, par fidélité à Ernest Renan plutôt qu'au Volk allemand, et au fond, par attachement à tout ce qui fonde l'esprit français que vous nous appelons au rejet de ce texte. Je vous remercie.